Ça a été l'hiver le plus rude depuis le lancement de cette invasion généralisée, mais encore une fois, l'Ukraine et les Ukrainiens ont tenu. Si jamais le pari des Russes, c'était de pousser le pays à la capitulation, eh bien, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on est revenu au printemps, et donc on sait déjà que l'Ukraine a survécu. En Ukraine, l'hiver 2025 a mis à l'épreuve la résistance d'une population privée d'électricité et de chauffage. Sébastien Gobert, correspondant de La Croix en Ukraine, revient sur ces mois de froid extrême, les réflexes de survie et la débrouillardise qui, chaque jour, permettent de faire face à la guerre. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Je m'appelle Sébastien Gobert, je suis journaliste, correspondant de presse établi en Ukraine depuis 2011. Je passais beaucoup de temps à Kiev, mais maintenant je suis établi à Lviv et j'ai réalisé une série de reportages pour La Croix, dont je suis le correspondant en Ukraine, pendant cet hiver qui a été vraiment particulier, évidemment dans le contexte de guerre, mais aussi parce que ça a été un des hivers les plus rigoureux depuis pas mal de temps. Comme je vous ai dit, je suis installé depuis 2011. Et je me rappelle très bien mon premier hiver à Kiev. J'ai eu moins 33 degrés. On avait fait beaucoup de reportages à l'époque justement sur ce froid qui était vraiment exceptionnel. Mais par contre, sur les 15 dernières années, j'ai eu très rarement des gros hivers. Alors que là, on s'est retrouvé à partir du mois de janvier avec énormément de neige, un froid très sec. Mais il n'empêche que cet hiver, ça a été particulièrement dur à vivre en Ukraine parce que la Russie en a profité. Au 5e hiver de l'invasion généralisée que le Kremlin a lancée contre l'Ukraine, en fait, on savait depuis l'automne que l'hiver allait être assez dur puisque des installations gazières avaient été touchées, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Et donc, on savait que cet hiver, on ne serait pas seulement dans le noir, mais on serait aussi dans le froid, qu'on aurait froid. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc, en tant que journaliste, correspondant de presse en Ukraine, et aussi en tant que personne qui vit en Ukraine, l'évidence de traiter cette crise énergétique, elle s'est imposée très vite. Et j'ai essayé de le couvrir sous plusieurs facettes. En allant voir des personnes qui avaient fui Kiev et qui cherchaient le refuge d'une ville un peu moins touchée à l'ouest, en me rendant moi-même à Kiev pour aller au plus près des quartiers qui étaient vraiment coupés de tout approvisionnement énergétique, ou encore en faisant des reportages sur des solutions alternatives, et notamment sur le développement des énergies renouvelables. Moi, je suis basé à Lviv et dans mon appartement, en fait, j'ai la chance d'avoir un système de chauffage autonome, ce qui fait que moi, personnellement, j'ai pas eu froid, et ni moi ni ma famille. Par contre, on a eu, à partir du mois de janvier, des coupures de courant qui se sont aggravées, puisqu'elles sont très régulières, et qui pouvaient aller jusqu'à 15 heures, 16 heures par jour. Donc, c'est déjà le 5e hiver de l'invasion généralisée. Les gens se sont adaptés. Ils ont acheté des générateurs d'appartements qui, une fois chargés, peuvent tenir entre 8 et 12 heures en fonction des besoins. Évidemment, on fonctionne aussi à la bougie quand il faut. On fonctionne évidemment avec la lumière du soleil. Il y a tout le rythme de vie qui change. Mais au moins, à Lviv, moi, je n'ai pas eu froid. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai réalisé un de mes premiers reportages donc, sur cette crise énergétique, sur l'exode de citoyens de Kiev, d'habitants de Kiev, qui ont cherché refuge donc à l'ouest du pays, un peu plus loin des zones qui étaient très intensément touchées par les Russes, et qui sont venus chercher de la chaleur. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui
se sont réfugiés chez des amis qui ont préféré abandonner leur appartement froid à Kiev pour dormir sur des canapés ou dans des conditions un peu précaires. J'ai rencontré aussi une famille, Dimitro et Maria, qui eux venaient de Dnipro, qui est donc une ville du centre-est de l'Ukraine, qui avaient pris la décision, parce qu'ils savaient d'ores et déjà que l'hiver serait très dur, ils avaient pris la décision de bouger dès le mois de novembre à Lviv et d'y passer l'hiver. Et de toutes les manières, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans une ville comme Dnipro, les écoles ne fonctionnent plus vraiment depuis déjà 2022, ce qui avait fait suite aussi à la pandémie. Donc, pour toute une génération, les questions d'éducation et les questions d'accès à l'école sont vraiment, vraiment problématiques. Mais donc, de toutes les manières, étant donné que l'enseignement de leurs 2 enfants est par intermittence, en fonction des conditions de sécurité et aussi à distance, donc sur ordinateur, finalement, qu'il soit à Lviv ou qu'il soit à Dnipro, c'était un peu la même chose. Ça a été mon premier reportage, en fait, rencontrer ces personnes qui sont parties et qui ont fait le choix de rechercher un peu de chaleur à Lviv. La ville dans laquelle j'habite a tenu le choc. C'est une image qu'on associe très souvent à la crise énergétique en Ukraine, c'est-à-dire que quand on sort dans la rue, on entend énormément de générateurs. Des générateurs au diesel qui font tourner des restaurants, qui font tourner des entreprises. Et c'est un boucan incroyable, mais ça permet de faire tourner la ville. Et à un moment donné, évidemment, en tant que journaliste, il a fallu que j'aille au plus près de cette crise. Et donc, j'ai pris un train pour Kiev. On se retrouve directement dans une ville qui est en crise. On se retrouve dans une ville où il n'y a pas d'éclairage public, où il y a des coupures de courant systématiques dans la plupart des quartiers de la ville. Mais donc, il faut s'imaginer passer de longues nuits dans un appartement pas chauffé alors qu'il fait moins 20, moins 22 à l'extérieur, avec énormément de neige. Et mes conditions étaient bien meilleures que celles de la plupart des habitants de Kiev. Et donc ça, c'est un autre reportage que j'ai fait pour La Croix. C'est aller dans un des quartiers où la situation était vraiment compliquée. C'est-à-dire un quartier qui avait été conçu de toutes les manières à l'époque soviétique pour ne dépendre que d'une source d'approvisionnement énergétique, que ce soit l'électricité, le chauffage ou l'eau. Et une fois que les Russes ont touché ça, ce sont en fait des milliers de barres d'habitation, des milliers d'immeubles qui se sont retrouvés sans absolument rien. Et dans ces immeubles étaient restés des centaines d'habitants qui, soit n'avaient pas la possibilité de partir parce qu'ils n'avaient pas d'amis à Lviv, comme ceux que j'avais rencontrés, ou ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour se payer un logement pendant l'hiver, ou tout simplement qui devaient continuer à travailler à Kiev, ou qui devaient rester avec leur grand-mère, ou un proche dont ils devaient s'occuper. Et là, en fait, dans ces quartiers, donc il faut visualiser un peu donc des barres d'immeubles. C'est relativement gris. C'est un peu, là pour le coup, un cliché de l'espace post-soviétique qu'on peut avoir en tête. Il faut voir une grande place entourée par ces immeubles, par ces barres d'habitation. Les autorités et des ONG installent des tentes qui sont plus ou moins grandes et qui en fait servent aux habitants à se réchauffer parce que ces tentes sont chauffées, mais aussi il y a des générateurs et donc les habitants peuvent venir recharger leur batterie de téléphone, recharger leur batterie d'ordinateur et aussi travailler un peu au chaud et puis se faire servir de la soupe, se faire servir du thé et ainsi de suite. Et ça évidemment c'est gratuit, c'est libre d'accès. Et à l'intérieur de ces tentes, les gens attendent. Tout simplement, attendent que leur téléphone soit chargé ou alors attendent que il soit l'heure de rentrer chez eux parce que ils ne peuvent pas y rester éternellement. Et donc, j'ai rencontré un certain nombre d'habitants de Kiev qui vivaient à ce rythme pendant des jours et des jours en attendant que la situation s'améliore. Et pour ce quartier en particulier, donc, qui s'appelle Troeshchina, qui est sur la rive gauche du fleuve Dnipro, à Kiev, la situation ne s'est pas améliorée. Puisque
À partir du moment où les Russes ont effectivement détruit les centrales et détruit les sources d'approvisionnement énergétique de ce quartier, il a été clair qu'il n'était pas possible de les réparer avant la fin de l'hiver, et même encore aujourd'hui, ça n'est pas réparé. Donc aujourd'hui, il fait moins froid, mais il reste encore énormément de problèmes en termes d'approvisionnement en électricité et en eau aussi. Ça, c'est... Quand on habite dans un appartement sans eau, la situation se complique très très vite, puisque en fait, quand on n'a plus d'électricité, il y a des bougies, il y a des petits générateurs, on se repère un peu dans l'obscurité la nuit, on peut survivre. Le chauffage, déjà très très dur, mais on peut mettre plusieurs couches de vêtements, et aussi on peut trouver des petites mesures d'urgence. On peut inventer, par exemple, moi, alors ça je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup parlé avec des gens de Kiev. C'est un dispositif pour, en fait, sur une gazinière, on met une brique qu'on fait chauffer donc avec la flamme. Et sur la brique, on met une poêle en fonte ou une casserole avec un peu d'eau. Et en fait, ça permet de décupler l'effet chaleur et de faire remonter la température de la pièce. Et ce qui fait que beaucoup de gens se sont mis à vivre dans la cuisine, puisque c'était là la pièce qui était la plus chauffée. Par contre, quand on n'a pas d'eau, là, la situation devient vraiment difficile, puisque évidemment, l'appartement se détériore naturellement, sans eau et sans possibilité d'entretien. Mais aussi, il y a évidemment tous les besoins hygiéniques, que ce soit aux toilettes ou la douche. Quand on habite au 6e étage sans ascenseur et qu'en plus de ça, il faut porter des bidons d'eau ou se les faire livrer, tout devient vraiment très très compliqué. Ça a été l'hiver le plus compliqué, le plus rude depuis le lancement de cette invasion généralisée. Mais encore une fois, l'Ukraine et les Ukrainiens ont tenu. C'est-à-dire que si jamais le pari des Russes, c'était de pousser le pays à la capitulation, ou en tout cas de pousser la population à exiger de ses dirigeants un arrêt des combats et juste la fin de cette guerre, eh bien, ça n'a pas été le cas. Et on voit que le pays a tenu. Maintenant, on est revenu au printemps, et donc on sait déjà que l'Ukraine a survécu. L'Ukraine a survécu aussi grâce à un autre aspect de cette adaptation énergétique. Donc il y a les mesures d'urgence, évidemment, il y a la solidarité, il y a l'exode, mais il y a aussi toute cette adaptation, et ça fait l'objet d'un autre reportage que j'ai fait pour La Croix, c'est-à-dire la décentralisation de la production énergétique et l'accent mis sur les énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans un pays comme l'Ukraine, donc qui a un système centralisé hérité de la période soviétique. Mais ces dernières années, déjà avant le début de l'invasion, parce que il y avait une augmentation des prix du gaz et une augmentation des prix du pétrole et du charbon, eh bien, on a vu, en fait, les hôpitaux se doter de panneaux solaires, les écoles se doter de chaudières à la biomasse, évidemment des éoliennes fleurir un peu partout dans le pays. Et ce qui fait que, on arrive dans certains endroits à avoir des espèces de bulles énergétiques plus ou moins autonomes, et qui font que des hôpitaux, des écoles ne sont fondamentalement jamais déconnectés de l'approvisionnement énergétique. Et donc ça, c'est aussi évidemment dans le cas des hôpitaux. C'est quelque chose qui est particulièrement important et qui a beaucoup aidé beaucoup de collectivités territoriales à survivre et à passer non seulement cet hiver, mais aussi les précédents. Pour l'instant, on en est un peu au stade du bricolage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de politique nationale pour vraiment lancer des énormes projets en termes d'énergie renouvelable. C'était le cas avant l'invasion, mais maintenant, c'est plus possible, tout simplement parce que les gros projets se feraient frapper tout de suite par des bombardements russes. Et donc, on en est à quelque chose qui est plus là pour compenser que remplacer. Mais dans le contexte d'une guerre d'attrition, le système énergétique et l'économie en règle générale, les infrastructures nationales en règle générale, souffrent de plus en plus, et la situation ne s'améliore pas. Tout ce discours autour de la résilience des Ukrainiens qui inspire, qui fait qu'on les admire de par le monde, ça a un coût que les Ukrainiens payent chaque jour, sur leur santé évidemment, sur leur état d'esprit, sur leur morale, et aussi évidemment sur ces infrastructures. Et donc là, par exemple, ce qu'on a vu au cours de l'hiver et au début du printemps, c'est que beaucoup de mesures d'urgence qui avaient été mises en place pour parer à l'urgence justement,
Et bien, à un moment donné, il faut faire des réparations et autre chose. Donc, en fait, voilà, pour utiliser une image très simple, c'est juste qu'à un moment donné, on fait des réparations avec du scotch, mais une fois que l'urgence est passée, il faut tout défaire pour faire de la soudure et faire quelque chose d'un peu plus permanent. Et donc, à Lviv, par exemple, donc la ville de l'Ouest où j'habite, on n'a pas eu de coupure de courant pendant tout le début du mois de mars, donc on était encore en hiver techniquement. Par contre, fin du mois de mars, on en a eu beaucoup. Parce que voilà, il y a des générateurs qui sont mis en maintenance, il y a des lignes qui doivent être réparées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est une configuration qui nous indique, évidemment combinée à la persistance des attaques russes, que l'hiver prochain sera encore pire, mathématiquement. Même si l'hiver prochain n'est pas aussi rigoureux en termes de température et en termes de chute de neige, l'hiver prochain sera encore pire. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que toute cette résilience ukrainienne, elle a vraiment un coût. Et ce coût, il est de plus en plus lourd à porter. C'est de plus en plus cher au fil du temps. Après, ce qu'il faut retenir de tout ça, je pense, c'est l'incroyable force d'adaptation des Ukrainiens. On le voit évidemment à travers les mesures d'urgence dont j'ai parlé, à travers les innovations, mais aussi à travers ces investissements dans les renouvelables. Et puis, plus globalement, dans le fait que les Ukrainiens juste n'abandonnent pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont on a bien conscience depuis 2022, même si on a déjà plusieurs fois donné le pays perdant, mais dont moi, personnellement, j'ai encore plus conscience, parce que je connais le pays depuis 2011 et que je l'ai déjà vu traverser tellement d'épreuves. Et je vois les Ukrainiens en tant que phénomène collectif. Évidemment, il y a des trajectoires individuelles, mais en tant que collectif, en tant que phénomène collectif, les Ukrainiens sont vraiment déterminés à mener cette guerre jusqu'au bout pour en sortir digne et pour en sortir libre. Et ça, je pense que c'est vraiment la grande leçon à tirer de cet hiver et des hivers précédents, et probablement, et malheureusement, des hivers prochains. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Les reportages de Sébastien Gobert sont à lire sur le site et l'appli La Croix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original du quotidien La Croix.